Bonsoir, bonsoir aux présents et bonsoir aux internautes. On va donc commencer cette rencontre qui ouvre une quinzaine de jours consacrés aux commémorations du printemps berbère qui vont s'étaler donc d'aujourd'hui au 4 mai pour les rencontres littéraires et les débats, et qui va se prolonger aussi avec l'exposition de Farid Mamri Ressac qui, elle, va être accrochée jusqu'au 23 avril. J'ajoute à cela dans nos préparatifs, initiatives, une lettre de l'ACB spéciale avec une interview de Méziane Kézard autour de l'œuvre de Mohia et du parallèle, puisqu'on est dans l'année aussi Molière en France, voir en quoi le lien Mohia-Molière peut aussi éclairer la thématique sur laquelle on a choisi de placer cette initiative, c'est-à-dire la victoire autrement, en parlant du printemps berbère, c'est-à-dire quid de la culture, quid de l'art, et quid effectivement de cette capacité de participer aux mobilisations citoyennes. Alors pour le coup, le livre de ce soir tombe à pic parce qu'on est vraiment au cœur d'initiatives culturelles et de mobilisation citoyenne. Et donc je remercie Farida d'être avec nous ce soir. Je voudrais quand même aussi saluer ici Méziane Ourad, qui est sur la photo, qui est hospitalisé. Le saluer d'abord parce qu'il est beaucoup présent dans ce livre, puisqu'il est un des acteurs de la troupe d'EBSA et des événements dont il va être question, et qu'il est aussi, depuis pas mal d'années, il a été un ami et un compagnon de route de l'ACB, comme tant d'autres. Alors Farida, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, docteur en anthropologie, spécialiste des cultures et des littératures nord-africaines. Vous êtes hypnothérapeute, peut-être que vous nous en direz un mot après, et votre approche privilégie la démarche systémique, interdisciplinaire et aussi transgénérationnelle. Vous êtes notamment l'auteur de Cheikh Mohamed le souffle fécond, paru en 2001, de la Zawiya à l'Olympia en 2009, Effraction, poésie littéraire avec Nabil Fares, et vous avez participé à la présentation du dernier travail de Tahar Djaoud sur la Kabylie avec des photos d'Ali Maroc, livre pour lequel nous vous avions déjà reçu en 1997, mais je crois que vous êtes aussi venu depuis avec le travail d'Areski Metreff. Alors, ce livre, me semble-t-il, parce que même si on est un peu dans le milieu et dans l'information, je crois que c'est un livre important parce qu'il nous permet de découvrir la trajectoire de nombreux compagnons de route de l'ACB, etc., et de l'histoire du printemps berbère, peut-être si ce n'est connu, peut-être oublié. Et j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe en tant qu'universitaire et spécialiste, que vous renouvelez l'approche historiographique sur le printemps berbère, au sens où vous abordez cet événement du printemps berbère sous un angle particulier, culturel, mais aussi vous élargissez la zone géographique, c'est-à-dire qu'il ne se limite plus à la région kabyle, et vous allongez la ligne du temps au sens où vous ne limitez pas à l'année 80. Donc, ce qui me semble peut-être important avant d'aborder la troupe en elle-même, son histoire, la façon dont vous la resituez dans l'histoire longue du mouvement culturel et de l'histoire du mouvement national, dans le cadre du printemps berbère, mais aussi sous l'égide de Kateb Yassine. Peut-être d'abord, avant tout, un premier mot sur votre méthode de travail, parce que c'est truffé effectivement d'interviews, de témoignages, c'est mis en scène et mis en forme à travers votre discipline et votre approche théorique. Et ce sont des témoignages parfois qui remontent aux années 90, c'est-à-dire que c'est un travail à la fois au long cours que vous avez mené.
Oui, pour l'historique du livre en lui-même, ça a commencé avec la mort de Kateb. Donc il est mort au 28 octobre 1929. Et tout de suite après, j'étais sous l'effet du choc, comme beaucoup de gens, et surtout ceux qui l'ont connu. Et donc je me suis mise à en parler autour de moi, un petit peu pour extérioriser ma douleur, mon chagrin. Et je disais qu'il avait fait beaucoup de choses. Et du coup, donc, les gens autour de moi me disaient qu'ils découvraient et ils me posaient la question si j'avais écrit ça quelque part. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il y a eu 2 articles qui ont paru dans des revues de poésie, une à Lyon, une autre je crois à Grenoble, je ne me souviens plus. Et tout de suite après, l'université d'Alger avait organisé donc un colloque international sur Kateb Yassine. Et donc on m'avait invité, on m'avait dit, d'ailleurs j'étais la plus jeune et j'avais fait une communication très très atypique. C'était autant il y avait de grands spécialistes internationaux sur Kateb Yassine, sur son œuvre, autant moi j'avais plus axé sur l'homme, sous 3 aspects, c'est-à-dire Kateb Yassine qui a aidé les gens de 80, donc les militants de 80, comme je le raconte dans le livre, donc comment il les a aidés, il les a soutenus, il était là, présent, etc. Ensuite, comment il a initié comment il a surtout encouragé l'écriture, il encourageait tout le monde, les jeunes, les femmes, alors surtout les femmes, il n'arrêtait pas de nous répéter, vous les femmes, il faut absolument écrire, ne croyez pas qu'on va faire les choses à votre place, si vous n'écrivez pas, personne ne va le faire à votre place, si vous ne racontez pas votre histoire, personne ne le fera à votre place. Donc vraiment, il nous exhortait, et je me souviens, donc c'est une parenthèse personnelle, le jour où je lui ai annoncé, je crois que c'était en 84 ou en 85, la naissance d'un petit groupe de femmes qu'on avait animé à l'époque autour d'un ciné-club typiquement féminin. Il avait été vraiment extrêmement heureux, il me posait à chaque fois des questions, chaque fois que j'allais le voir. Et c'est aussi grâce à lui qu'on avait réussi notre premier 8 mars en 87. C'était grâce à lui qu'on avait retrouvé les anciennes moudjahidettes, les anciennes maquisardes, c'était plutôt les anciennes condamnées à mort, autour du film de Bouabdallah, Barberousse, mes sœurs. Et donc c'est grâce à lui, il m'avait présenté ces femmes-là. Et donc on les a contactées et on avait eu une rencontre absolument fabuleuse, extraordinaire. C'était à la salle El Mouga, où l'ancienne génération des condamnés à mort, avec les nouvelles générations toutes fraîches, on avait 20 ans, 22, 21, etc., d'autres un peu plus âgés. C'était une rencontre extraordinaire. Et puis il y avait, la salle était vraiment était comble. Et donc il y avait plein de filles qui étaient venues de partout, des lycéens, des travailleuses, etc. Et on a laissé entrer tout le monde. On mettait les unes sur les autres, etc. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Donc, en fait, donc, le deuxième, donc je reviens à ce deuxième axe de cette communication, c'est autour de l'écriture. Donc il encourageait absolument tout le monde à écrire, hommes, femmes, mais surtout femmes. Il insistait beaucoup. Et puis le troisième axe, c'était autour du théâtre. Comment il a formé des gens autour du théâtre. Et là, j'ai pris l'exemple que je connaissais, c'est-à-dire celui de Debza. Mais Debza, c'était à la fois, bon, c'était tous des étudiants, mais c'était aussi une troupe dont pratiquement tous les membres étaient des animateurs du mouvement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Debza sans parler de Kateb Yassine, on ne peut pas parler de Debza aussi sans parler du mouvement 80. Donc il y a les 3 poids lourds, et c'est une triade qui va ensemble. Et donc c'est là que j'avais rencontré donc dans l'année 90 quelques éléments. Certains n'ont pas pu, comme par exemple Moustapha Bacha
paix à son âme, il était très actif à l'époque au RCD. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me voir à ce moment-là, qu'on se verrait plus tard. J'aurais dû insister, forcer sa porte, parce qu'il est décédé entre-temps. Et puis, il y avait 6 éléments qui avaient répondu. Et c'est un petit peu autour de ça que j'avais donc fait cette communication, qui avait vraiment surpris les grands spécialistes de Kateb Yassine. Et il y avait même un jeune, je me souviens, qui 3 jours après, j'étais vraiment très gênée, qui s'était levé comme ça dans le grand amphithéâtre de Riyad al-Fath. C'était au fond, il leur a dit « Vous n'avez rien compris à Kateb Yassine ». Parce que bon, il y avait des communications assez pointues, et il avait donné mon nom en disant c'est la seule qui... Parce qu'en fait, c'était pas une question, c'était pas par rapport à moi, mais c'était plus par rapport au contenu. Pourquoi ? Parce que ce jeune, il avait été interpellé par le fait que Kateb Yassine était très sensible à la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre, pratiquement tous, il les appelait jamais par leur prénom, ni Youssef, ni Tahar, ni Waloud, il les appelait toujours jeunes. Allez, la jeunesse, allez, vous, la jeunesse. Parce que pour lui, la jeunesse était très importante, et donc il a énormément investi dans cette jeunesse. Et personnellement, on est un certain, j'imagine que les autres aussi, c'est qu'on pensait que Kateb allait être éternel, tout comme nous. Les choses nous rattrapent, et il est parti très vite sans qu'on ait eu le temps de faire des choses avec lui. Par exemple, on n'a pas de vidéo avec lui, il n'y a pas de photos avec lui, alors que bon, on aurait pu, mais à ce moment-là, bon, on était sur d'autres terrains, il fallait construire, il fallait investir, il fallait faire des choses, etc. Mais on ne pensait pas du tout à ce côté mémoire, à ce côté préserver, garder des traces, etc. Quoi. Je ne sais pas s'il y avait autre chose dans votre question. Oui, c'était juste parce qu'il y a des entretiens qui remontent à 2-3 ans, oui. Et il y en a d'autres qui remontent aux années 90. Alors oui, donc en 80. En fait, heureusement que à l'exception d'une ou deux cassettes qui ont dû se perdre dans mes multiples déménagements, comme par hasard, c'était le témoignage de Rachid Rassi, qui fait partie des 24 détenus de 81, et qui est un grand poète. J'ai pu récupérer tout ça, et à partir de fin 2017, j'ai repris mon bâton de pèlerin, donc j'ai ressollicité les uns et les autres pour écrire, pas écrire, mais disons essayer d'avoir le maximum de témoignages pour pouvoir mettre en place quelque chose qui ressemble, pour moi c'est plus un patchwork, c'est plus un puzzle qu'une histoire en elle-même, quoi. Parce que écrire l'histoire de Debza ou bien du printemps 80 côté algérois, il faut vraiment des années, il faut beaucoup de... pour moi, c'est plus une équipe qui devrait s'en occuper que une personne. Vous dites effectivement qu'il y a un terreau pour la recherche là, qui à utiliser. Mais enfin, c'est quand même plus qu'un patchwork, parce que quand même, il y a tout un travail humain, une description sociologique, bien évidemment la question du théâtre et de l'art, des mobilisations, l'effervescence d'une génération, tout ça vous le rendez. Mais ça veut dire que vous avez une vingtaine d'années, vous aviez tout de suite commencé à enregistrer, parce qu'il y a des témoignages... J'avais enregistré en 90. Le problème qui s'est posé, c'est quand j'étais sur le terrain, on était partout. On était dans la lutte syndicale, lutte estudiantine, mouvement femmes, ceci, cela. Voilà, Gaëlle, qui a été une de mes élèves, me disait j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Effectivement, quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Et donc, on n'avait pas le temps d'écrire ni quoi que ce soit. Et c'est en fait une fois qu'on part, qu'on quitte tout ça, qu'on prend du recul, que les choses nous reviennent et on se rend compte de l'essentiel, du plus important, les choses qu'on aurait dû préserver. Et donc, avec l'exil, on repense à des choses qui nous paraissent importantes. Et donc, c'est là qu'on se dit, tiens, c'est en cela que l'exil est intéressant. Parce que ça permet du recul, ça permet de pouvoir donner aussi de
de la valeur à des choses qu'on croyait aller de soi ou qui font partie du quotidien. Moi, quand je suis arrivée en France, j'étais à la Sorbonne, oui, c'est prestigieux, c'est génial et tout. Mais quelle platitude à côté de l'intensité qu'il y avait à l'université d'Alger. Mais je pèse bien mes mots, je dis vraiment. On le sent dans le livre. Ah, mais complètement, c'était. J'ai eu la chance de vivre. J'ai pas vécu 80 parce que j'étais trop jeune, mais j'ai vécu l'après 80. Ça veut dire que la fac centrale, il y avait tous ces éléments, et même ceux dont je n'ai pas pu avoir le témoignage, ils n'arrivaient pas à déguerpir de la fac centrale. L'université d'Alger était comment dire, un QG, était une maison, une grande maison, et donc tout le monde venait. Et ce qui est génial aussi, c'est en fin de journée, alors là c'est extraordinaire, les gens, tout le monde finit ici à la fac, bon ben à 5h, 6h, tout le monde rentre. À la fac centrale, eh ben, c'est le contraire. C'est-à-dire que tous les anciens 80 arts, ceux qui étaient étudiants avant, il fallait qu'ils viennent. C'est pas que le week-end, ils viennent tous les soirs. C'est-à-dire ceux qui sortent du boulot, ceux qui viennent en permission parce qu'ils sont au service militaire, etc. Donc, et alors c'était c'était un essaim, c'était une véritable ruche, que ce soit à la fac, dans les allées, ou bien à l'intérieur, ce qu'on appelait l'annexe. Omar Racine, c'est dans le boulevard Guidouche Mourad, c'est un endroit où il y a des arbres, donc voilà, les gens s'agglutinent là, ils sont debout, ils discutent, ils échangent, etc. Et donc les débats étaient d'un très haut niveau. Ça discutait de tout, et quand on débarque du lycée, on se dit mais moi je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Et donc voilà, l'initiation, et donc on entend des mots par-ci, des mots par-là, et on découvre ces gens-là, mais en même temps on ne les connaît pas. Personnellement, la plupart d'entre eux, je les ai plus découverts, je les ai plus connus en discutant avec eux, en ayant les entretiens, etc. Et même eux d'ailleurs, hein, certains d'entre eux, c'est ce qu'ils m'ont dit, que quelqu'un m'a même écrit ça en me disant « Tu m'as fait redécouvrir ma maison ». Et il y avait des choses que je croyais connaître. En fait, non, il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, que ce soit par rapport à la troupe, par rapport à 80, et aussi par rapport à Kateb-Yassine également. Oui, je crois que c'est une chose qu'il faut quand même importante à dire dans ce livre, qui est un travail universitaire, ça c'est clair, mais qui a une dimension humaine, émotionnelle très importante. On ne peut pas lire ce livre, suivre ses trajectoires, suivre certaines personnalités, suivre les engagements, le quotidien, les risques, etc., sans se dire quelle génération et à quel point cette dimension humaine est centrale et importante. Oui, alors justement, c'est le côté que j'avais vraiment essayé de... Je ne voulais pas faire un travail universitaire froid, sec, trop dans le... cérébral, voilà, cérébral. Je voulais introduire, j'ai fait de mon mieux pour introduire cette dimension humaine qui était centrale, et puis le côté aussi émotionnel, parce que c'est primordial, quoi. Et c'est pour ça que même dans la présentation de l'auteur, on a mis hypnothérapeute, parce que cette dimension de la psyché m'intéresse énormément. Pour moi, elle est plus importante que le côté cérébral, quoi. Parce que c'est là le cœur de l'humain. Et donc, voilà, j'aurais du mal à qualifier ce livre parce que c'est à la fois une histoire précise d'un moment précis de notre histoire et de l'histoire d'Odessa et de Kateb dans le cadre du mouvement, mais c'est aussi des récits de vie. Et c'était important aussi que j'ouvre les guillemets à chaque fois et que je cite X, Y, Z. D'abord pour
la postérité pour plus tard, et ensuite pour le lecteur, pour qu'il se dise tiens, elle écrit ça, mais d'où elle sort ça? C'est pour qu'il vérifie ce que je dis, et donc du vivant de ces témoins, et en même temps rendre quelque chose de vivant, quelque chose de palpitant, et ne pas s'ennuyer, quoi. C'est personnellement, sincèrement, j'ai plus d'affection au cœur du texte, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e chapitre jusqu'au 6e, mais quand je commence un peu trop à analyser, à parler d'histoire, de choses et tout, personnellement je m'ennuie, mais il fallait que je le fasse parce que c'était le côté intellectuel aussi, mais je l'ai fait aussi pour les nouvelles générations. Parce que il y a des jeunes qui ne connaissent même pas qui est Mamri. Donc le fait de leur parler de 80, mais que ça ne commence pas à partir de l'interdiction de la conférence, parce que très souvent on dit 80 interdictions et il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais non, il y a eu des choses avant. Et c'est pour ça que je remonte jusqu'aux années 20 pour dire il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts. Juste avant. Oui, d'accord. On va y venir. Et peut-être justement pour les autres générations, ou pour celles qui ont peut-être oublié, Debza, c'est qui? C'est quoi? Ah oui, alors c'est une très bonne question. Alors très souvent, il y a des gens qui, dans la langue fourche, et qui me disent « Ah oui, tu travailles sur Zebda ». Non, pas Zebda de Toulouse, mais Debza d'Alger. Donc Debza, c'est... alors pour ceux qui s'en souviennent, c'est une troupe estudiantine dans les années 80. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont au moins entendu certaines de leurs chansons. Donc il y a des étudiantes que j'ai eues, etc. Il a suffi qu'elles écoutent 2 ou 3 morceaux. Qu'elles disent « Ah, mais je la connais cette chanson. Ah, mais je l'ai déjà entendue. Mais je ne savais pas que c'était ce groupe-là. » En fait, voilà, c'est le répertoire étant très presque dans la culture algérienne, et ça a circulé, mais il n'y a pas la mémoire qui va avec. Donc la mémoire qui va avec, c'est celle de Debza, mais Debza c'est 80 de toute façon. Et c'est la raison pour laquelle, il fallait bien arrêter de toute façon. J'ai commencé donc entre 79-83, parce que l'aventure elle s'est poursuivie, mais il fallait être réaliste, il fallait vraiment faire un choix et s'arrêter donc à cette date-là, c'est-à-dire à Debza, comme je l'ai appelée, originelle, c'est-à-dire la première génération, la fondatrice, quoi. Donc Debza, ce sont des étudiants qui avaient entre 19, 20 ans, 21 ans, qui étaient dans les comités universitaires autonomes, que ce soit à la cité universitaire de Ben Aknoun, où la plupart d'entre eux avaient, sauf pour les Algérois, avaient une chambre, et aussi dans les comités, ils se sont battus ardemment pour installer les comités autonomes dans les instituts et l'université algérienne en général. Et c'était donc des jeunes qui ont dit « Ok, on est pour la culture, on est pour la langue, etc. » Mais en fait, c'est une troupe action. Ils voulaient aussi passer à l'acte, faire du culturel. Et donc, ils chantaient, ils faisaient du théâtre, ils militaient, ils débattaient. Et il y en a même carrément qui avaient élu domicile à la fac centrale, c'est-à-dire qui dormaient là-bas, ou bien ils pouvaient dormir aussi. Monter à Ben Aknoun, à la cité universitaire, où ils squattaient les chambres de leurs copains. Il y en avait même un qui m'a dit qu'il déplaçait des fois les portes des chambres universitaires. Il les posait par terre et il dormait dessus. Plus des lits pneumatiques, etc. Enfin bref, ce qui leur importait, c'était surtout de
de travailler, de vivre intensément les choses. C'était tout le temps des discussions, c'est tout le temps des débats, tout le temps mais des débats vraiment qui pouvaient être très houleux, mais toujours dans le respect, même s'ils n'étaient pas d'accord, même s'ils n'étaient pas du même bord politique. Il y avait quand même un respect les uns des autres. Bon, parfois, ça dégénérait aussi. Hein. Il y avait aussi des bagarres, des vraies bagarres. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même un petit mot sur la composition, les origines géographiques en Algérie, et aussi comment cette troupe a connu son heure de gloire dans cette période? Alors, les origines, ça vient un peu de partout. Parce que ça va avoir son importance dans le travail collectif. Oui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a des universités, par exemple, dans chaque wilaya ou dans chaque département. Avant, c'était vraiment les grandes métropoles, c'était les grandes villes, disons, Alger, Oran, Annaba, Constantine. Ensuite, il y a eu la création de l'université de Tizi Ouzou et aller à la fac centrale, ceux qui poursuivaient donc donc des formations qui n'existaient pas à Tizi, quoique bon, l'Institut des sciences économiques, il y en avait à Tizi, il y en avait aussi à la fac centrale. Donc le fait qu'ils viennent un peu de régions différentes, il y a un vécu différent, et donc cette différence faisait que ils avaient des choses à s'apporter mutuellement, à échanger. Et cette variété, c'est ce qui donnait la richesse des uns et des autres, et donc l'un découvrait de l'autre ce qu'il apportait. Et alors la richesse, c'était quoi l'autre? L'autre aspect, c'était, on reviendra effectivement sur cette question de la diversité, notamment linguistique, mais c'était aussi, alors comment finalement cette troupe de jeunes étudiants va avoir son heure de gloire? Comment, dans une période où effectivement il n'y a pas les réseaux sociaux, la diffusion, etc., n'existait pas des enregistrements et autres, parce que je crois qu'il y a 2 enregistrements qui datent de bien après. Voilà, comment la célébrité va gagner la troupe? Déjà, l'université d'Alger, surtout la fac centrale, elle porte bien son nom, fac centrale. Avant, comme vous le dites si bien, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et donc les gens se déplaçaient énormément. C'est-à-dire, il y a un événement à Tizi, soit des gens se déplaçaient d'Alger vers Tizi, soit Alger dépêchait 2-3 étudiants qui allaient porter l'information à Alger. Et donc, les autres étudiants des autres instituts, comme Al-Harrach et Boumaldes, etc., eh ben, ils se déplaçaient vers la fac centrale, ils apportaient des informations, ils repartaient dans leur institut et ils faisaient des affichages. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, quand ils affichaient, il y avait un responsable de l'affichage, il prend son affiche. Le matin, il est là, il l'affiche, il défend l'affichage, c'est-à-dire qu'il reste collé là, il ne bouge pas. Autrement, on va la lui arracher et on va la jeter. Et le soir, il la déplie soigneusement, il la prend avec lui, il la ramène le lendemain. Donc, ça peut paraître ridicule pour maintenant qu'on est dans les réseaux sociaux, instantanément, on a un clic, c'est tout le monde qui reçoit l'information, mais à l'époque, c'était très important. Donc il y avait une vie politique, une vie universitaire, des débats et tout. Et comme il y a eu à un moment donné la grève, et là, il fallait quand même enrichir le mouvement. Le mouvement, c'était pas que du discours, que de l'idéologie, que de la politique, que de la revendication. Il fallait qu'il y ait une vie dans ce mouvement. Et c'est là qu'il y a eu, par exemple, le journal satirique Fiat Lux, qui était un journal absolument extraordinaire. Malheureusement, j'ai pu retrouver que deux pas de numéros, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, 2 anecdotes qu'ils avaient mis, 2 citations qu'ils avaient
Parce que tout le reste avait disparu, et il a disparu, il est où? Il était chez les flics. Donc les flics, ils en ont fait une belle collection, et l'un des membres, enfin l'une des personnes qui s'occupait de Fiat Lux, quand il avait été convoqué par les flics, il a trouvé toute une pile. Donc il a dit, alors comme ça, vous traitez les flics de flic-tox, attendez, alors moi je suis flic-tox, ok. Alors flic-tox, c'est un insecticide algérien de l'époque. Donc flic-tox, on tuait les mouches avec. Et donc il y avait un jeu de mots, et c'était le Hachmi D'Adel, malheureusement, c'est à son âme, qui vient de mourir en décembre dernier. Donc il avait mis ce jeu de mots, flic-tox, individu contre les louches. Donc louches, mouches. Donc voilà, il y avait ce journal satirique qui attirait énormément de monde, il avait beaucoup de succès, et puis il y avait des chants, du théâtre. Alors bon, en 80, ça a permis à toute une pépinière d'artistes, à toute une pépinière de groupes d'émerger, dont certains continuent d'exister. Wolfen, Inas Leyen, Taigraoula, T34, Itflaouen évidemment, etc. Donc, évidemment, Farhat Imazirni. Oui, il y avait Imazirni, voilà, ensuite il y avait Farhat tout seul, effectivement. Oui, bien sûr, oui. Merci de me le rappeler. C'était avant. Mais ça, c'était avant. Mais en 80, effectivement, ce que me disaient les témoins, ils me disaient, il en naissait un tous les soirs. C'est-à-dire, il y avait une telle effervescence que, bon, la créativité, c'est-à-dire, il n'y avait pas que la revendication, mais qu'il y avait beaucoup de créativité sur tous les plans. Ceux qui peignaient, ils peignaient. Ceux qui écrivaient des poèmes, ils les écrivaient. Alors, les poèmes, bon, il y avait une seule maison d'édition, et la SNED, donc la Société nationale des éditions et de diffusion, merci, elle ne publiait que ce qui allait dans le sens de l'idéologie du pouvoir, de l'idéologie dominante. Donc, qu'est-ce qui se passait? Et il y avait quelqu'un comme Kateb qui n'arrêtait pas de dire, lisez vos poèmes entre vous, faites-les circuler. Et donc, c'est ce qu'il faisait, c'est-à-dire que, par exemple, Rachid Rassi ou Zian Mourad ou quelqu'un d'autre, il arrive le lendemain, voilà, j'ai écrit ce poème, et ils se le font circuler entre eux, et ils ont inventé des éditions qu'ils ont appelées avec des noms très évocateurs, tout aussi évocateurs les uns que les autres. Édition Rebelle, édition du stencil. Alors le stencil, ça vous dit rien, ça ne dit rien. Non, pour vous, mais pour les jeunes de maintenant, ça leur dit rien, le stencil. Regardez sur Internet. Donc les éditions du stencil, les éditions Rebelles, les auto-éditions. Et donc, il y en a même qui faisaient des plaquettes. Jamal Belmarad, qui est journaliste et en même temps poète, il avait fait des petites plaquettes de ses poèmes, et donc il devait les vendre à 1 dinar, 2 dinars, etc. L'idée, c'était de faire circuler la poésie, et donc voilà, il y avait des poèmes, et parfois même des vers repiqués par d'autres. Par exemple, un vers de Rachid Rassi, allez donc dire au silence d'être moins violent, il a été repris par plein d'autres. Et puis, parfois, il s'approprie des poèmes. Alors, X ramène un poème, et puis l'autre le regarde, il lui dit « Allez, tu vas plus le revoir. Je le prends. Il est à moi, allez. » Et donc voilà, c'est... Et ça va dans le sens de ce que Kateb disait. Il disait que les idées, les livres et les idées sont faits pour circuler. Et personnellement, j'ai encore un livre que Kateb m'a prêté à lire, que je n'ai pas eu le temps de lui rendre, et c'était « Sexe, idéologie, islam » de Fatima Mernissi, pour vous dire qu'il faisait beaucoup de choses à tout le monde, mais en particulier, il avait une affection particulière aux jeunes femmes, qu'il essayait d'aider, et dès qu'il y en avait une qui avait une sensibilité ou qui avait un certain potentiel, donc il faisait tout pour
Donc voilà, l'idée c'était, il y avait une très grande intensité à l'université, c'était presque pratiquement du H24 quoi. Donc voilà, c'était enrichir le mouvement, et donc je pense qu'à cette époque-là, passer une journée à la fac centrale, ça devait être très intense, très riche, et peut-être même épuisant à la longue. Un dernier aspect, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence ou cette spécificité de la troupe qui se constitue pratiquement en tribu? C'est quoi la tribu d'Ebza? Alors oui, alors d'Ebza, en fait, alors ce sont d'abord il y a des berbérophones qui sont bilingues, et il y a des berbérophones qui ne sont pas bilingues, c'est-à-dire qui ne parlent pas arabe, et il y a des arabophones, et il y a donc d'Ebza, alors c'est très marrant parce que au départ, j'avais le tournis parce que vous pouvez rencontrer n'importe qui peut vous dire je fais partie d'Ebza. Je fais partie d'Ebza. Mais comment faire le tri? Qui en fait partie et qui n'en fait pas partie? Et en fait, bon, après vérification, donc il y a d'Ebza, c'est-à-dire ceux qui montent sur les planches et qui répètent, etc. Mais il y a les fans, il y a les groupies, etc. Il y a les accompagnateurs. Et en fait, si par exemple, que ce soit vous ou moi, si on rentre ici dans cette salle et qu'on trouve une pièce, une troupe de théâtre en train de répéter, on ferme la porte et on rebrousse chemin. Ben, c'était pas le cas avec Debza. Avec Debza, les gens disaient oh oui, il y a Debza qui répète à au Trollard, il y a Debza qui répète à rue Pasteur, etc. Et donc les gens, ils faisaient un tour. Voilà, comme on fait un tour à la CB, etc. Et donc, ils ne s'assoient pas au fond et ils écoutent. Non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Le type, il peut bondir, venir sur scène. Non, qu'est-ce que tu as dit là? Mais non, je suis pas d'accord. Non. Et donc, c'était... Comment? Moi, je dis du spectacle de rue. Mais ça se passait dans une salle, quoi. Donc, ce qui fait que ce soit durant l'étape d'écriture du texte, alors tout le monde se mêlait. Alors, on ne pouvait pas lui dire non, vous êtes qui? Vous ne faites pas partie d'Ebza, alors s'il vous plaît, vous nous laissez travailler. Alors là, pas du tout, ça ne se passait pas du tout comme ça. Et pendant les répétitions, c'était pareil. Donc, à un moment donné, donc il y avait ceux qui montaient sur scène, qui étaient vraiment la vraie troupe, et il y a les accompagnateurs, parce que quand ils vont, par exemple, se produire, soit chanter, soit jouer une pièce de théâtre, soit à Babzouaj, soit à Tizi, soit à Tersalan, il paraît qu'il y avait presque un train qui était tout plein. Des gens qui se disaient tous de Debza, c'est-à-dire où ils vont, on va, quoi. Et donc... Et c'est très intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont tout le temps avec eux, même s'ils n'interviennent pas, on ne peut pas ne pas dire qu'ils ne font pas partie de Debza. Par exemple, le feu Omar Zgen, paix à son âme, Ali Haddad qui est c'est quelqu'un de très très calme et tout, mais on ne peut pas dire qu'Ali Haddad ne fait pas partie de Debza alors qu'il n'est jamais monté sur les planches et tout. Et donc voilà. Alors certains disent il y a la troupe, il y a le groupe Debza, d'autres disent il y a Debza et Debza prime, comme en maths. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai essayé pour des raisons de méthodologie et pour être plus clair vis-à-vis du lecteur, j'ai distingué entre la troupe Debza et la tribu Debza, parce que c'est immense. Et ça se trouve, même pour parmi les fondateurs, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi aussi, je fais partie des fondateurs, mais moi aussi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. » Et donc voilà, Debza, c'est une pépinière, c'est une tribu, quoi. Il y a des gens qui font partie de Debza que je ne connais pas. Des fois, il y a des noms. Pour moi, ce sont des noms, mais on n'a jamais discuté, on ne s'est jamais rencontré. Il y a certains que je connais assez bien. Et d'autres pas. Donc c'est dire que Debza, en fait, c'est un véritable phénomène.
C'est un phénomène social, c'est un phénomène estudiantin, c'est un phénomène culturel, et puis ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et en fait, cette tribu d'Ebza est intéressante. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les arrestations en mai 81, vu qu'il y avait tout le temps des personnes dans la salle qui écoutaient les répliques, etc., eh bien, les copains se sont fait arrêter. Allez, on a un réservoir, c'est celui de la tribu d'Ebza, ou bien de Debza Prime. Et donc, XY est monté sur scène, et donc ils les ont très vite remplacés, et donc du coup ils ont continué. Ok, vous voulez arrêter Debza, mais nous on ne va pas arrêter parce que le travail va continuer. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Les choses se sont déroulées, quoi. Alors, justement, on va venir maintenant à ce que vous avez esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire. Ce n'est pas une génération spontanée. Le terme génération, je l'emploie de manière tout à fait consciente, puisque vous faites à la fois un travail d'historienne, au sens où vous reliez, par exemple, Debza à Image, Debza à ce qu'on a appelé la crise berbériste, voilà, etc. Et donc ce n'est pas une génération spontanée, et le travail transgénérationnel pour vous est important. Donc Debza, c'est le fruit d'une conscientisation, d'une maturation. Ce n'est pas un point d'arrivée parce que l'histoire continue, mais c'est en tout cas effectivement une étape dans une trajectoire historique. Ben, oui, ils sont les héritiers. C'est un peu ce que disait Abdel Ali Yahya en parlant de Wael Benel et de Ammar Outhemouda qui ont été assassinés pour berbérisme. Et il disait, ils ont abattu des chaînes. C'est vrai que c'était des chaînes. Et ces chaînes ont donné des glands qui allaient essaimer en 80. Il savait de quoi il parlait Abdel Ali Yahya parce qu'il a été un des principaux avocats de ces étudiants en 1981. Et, alors, ils étaient nombreux aussi, les avocats. On ne parle pas souvent des avocats, mais ils ont joué quand même un rôle très important. Et c'est là qu'on voit aussi le parallèle avec l'actualité, avec tous les... récemment, toutes ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de collectifs d'avocats qui sont constitués pour défendre des militants qui ont été arrêtés. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà en 80, il y en a qui parlaient de 40, 50, 60 avocats, quoi. J'en ai mis quelques noms, et d'autres, ils ne s'en souviennent pas. Donc voilà, c'est-à-dire que de toute façon, chaque génération hérite consciemment ou inconsciemment de ce qui a été fait avant. Et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur le transgénérationnel, c'est que tant que le problème persiste, l'histoire est condamnée à se répéter. Et donc voilà, c'est pour ça que, en même temps, j'ai pas voulu le décrire, mais le lecteur peut, en remontant aux années 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'en 80, et même jusqu'à aujourd'hui, il peut voir qu'il y a une constante ou un fil conducteur et se dire, tiens, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, quoi. Alors, et quel est le sujet, justement, puisque c'est quand même au centre aussi de ce chapitre consacré à l'histoire, mais, et du travail de Debza, c'est-à-dire la question, finalement, des identités plurielles de ce pays, la question de la démocratie. Alors oui, ça c'est une très bonne question, parce que, d'abord et avant tout, c'était le berbère, c'était Tamazight. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont venu se greffer. Au départ, il y a eu des tendances politiques qui n'ont pas voulu accepter accepter ce côté que linguistique, mais il y avait des militants qui ne voulaient pas en démordre. Il y avait ça, mais en même temps, et c'est très important de le dire, c'est que ce qui faisait vibrer, ce qui faisait bouger, ce qui faisait mobiliser, etc., c'était la question linguistique, c'est-à-dire le berbère. Ensuite, il y a eu des tendances politiques des étudiants qui
qui étaient contre, qui ont essayé de faire un travail de sape et tout. Puis petit à petit, les choses vous rattrapent, et surtout par la base. C'est-à-dire que les chefs finissent par être envahis et par être harcelés par la base en disant « Attendez, il se passe quelque chose de formidable. Comment pouvez-vous dire que ce sont des berbérites? Comment pouvez-vous dire… » C'était un mouvement extraordinaire, un mouvement citoyen extraordinaire. Et donc, il y a eu des discussions. Et puis, la question démocratique a été rajoutée, la question de la question surtout des langues populaires. Et donc, il y a l'arabe algérien qui a été rajouté. Et puis, voilà, quoi, ça aussi, c'est un aspect qui doit être vraiment creusé pour parler sur la question idéologique de l'époque et comment les partis politiques, alors partis politiques clandestins de l'époque, hein, j'insiste là-dessus, ils étaient tous clandestins, mais il y en avait pas mal, donc PRS, FFS, le PAX, l'extrême gauche, etc. etc. Et donc voilà. Mais il y avait la tendance FFS de l'époque, et c'était Tamazir point. Donc pour eux, c'était... Donc voilà, c'est très très intéressant de voir comment tous ces jeunes qui avaient 18, 20 ans et tout, qui tenaient des discussions, des débats de haut niveau, et qui avaient donc le courage de défendre leurs idées, et jusqu'à se faire arrêter, jusqu'à se faire torturer, etc. etc. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort en 80, mais ça aurait pu... Par la suite, malheureusement, par la suite, sur ce plan-là, on a pas mal donné aussi. Donc, voilà. Quand vous évoquez déjà par rapport cette fois au contexte de ce qu'on appelle le printemps berbère, qui en général se résume effectivement à la conférence de Mamri au 20 avril, ou 24 inculpés qui ont été relâchés en juin 80, on oublie très souvent effectivement cette dimension algéroise, on oublie très souvent qu'effectivement c'est prolongé dans le temps, et qu'il y a aussi 24 inculpés en mai 81. Pourquoi cet oubli, ou qu'est-ce qui se passe là dans la conscience Alors oui, effectivement, si on tape sur Internet, si on regarde sur les réseaux sociaux, c'est toujours, il y a l'unicité des 24. C'est-à-dire, s'il y a une certitude, c'est celle-là, c'est les 24 qui ont été arrêtés à Baroualia, alors que il y a une autre liste de 24, dont une femme parmi eux, qui ont été arrêtés à partir du 19 mai, c'est-à-dire la journée de l'étudiant, 1981. Et il y a ce côté-là qui a toujours été éclipsé. Pour prendre par exemple Mzia Nourad, j'ai lu parfois avec effarement certains propos d'internautes irrespectueux, quand il disait « je fais partie des détenus de 80 », etc. Il dit « ouais, comment ça, tu n'as jamais été arrêté, tu dis n'importe quoi, tu fais pas partie de la liste et tout ». Et on a envie de répondre à ces jeunes, pauvres de vous, c'est vous qui ne connaissez pas l'histoire, c'est vous qui ignorez, comment pouvez-vous juger quelqu'un et lui dénier quelque chose qu'il a vécu. Bah oui, il a été arrêté. C'est un fait historique, oui. Donc, et puis en fait, en même temps, c'est un peu, si ça n'existe pas, c'est parce que eux aussi, cette mouvance-là, je crois qu'ils ont fait les choses qu'ils devaient faire, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas cherché à se mettre en avant, ou à se dire, voilà, on a fait ceci, on a fait ce... Parce qu'autrement, oui, ça fait 40 ans que cette liste aurait dû circuler, ça fait 40 ans que le séminaire de Yakouren aurait pu circuler, et ces idées-là, quand on relit les résolutions du séminaire de Yakouren, ben on est vraiment... On est très étonné devant la justesse de point de vue, devant l'ouverture, enfin c'était
Et encore une fois, c'était des jeunes qui avaient 19, 20 ans, 21 ans. Quoi. C'est extraordinaire. Et donc voilà, c'était une grosse lacune. Et il était temps justement de combler cette lacune. Et ce n'était pas... Bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de 80 sans parler de ce qui s'est passé à Tizi, qui est irrémédiablement. Mais il était temps de parler de ce côté algérois, ce prolongement donc du printemps berbère, mais pas que parce que au niveau des listes, par exemple, il y en a d'autres. Il y a celle d'Akrou, il y a celle de Gaït, etc. Pardon 56 ou 58 oui, donc, 81. Donc il y a d'autres listes qu'on peut trouver, pour les personnes que ça intéresse, on peut les trouver dans la chronologie de Ali Guéno. Donc voilà quoi, c'est... ce qui est intéressant, ça aurait été bien que soit que les acteurs écrivent leur mémoire, soit que des historiens. Et ça aussi, je ne suis pas historienne, mais si des historiens l'avaient fait, j'aurais pas été obligée de consacrer les 3 premiers chapitres, par exemple. Je serais allée à l'essentiel en disant voilà, je vous renvoie à tel livre. Donc les historiens n'ont pas fait leur boulot et il n'y a pas eu de réflexion. Et la mémoire est en train de... Ça n'existe pas, c'est pas... Oui, je crois qu'on est fâché avec l'histoire, malheureusement. Donc voilà, c'est très dommage parce que le côté algérois, ça donne une dimension encore plus vaste et plus nationale, je dirais, entre guillemets, de la question. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait, par exemple, de chanter des chansons progressistes en arabe algérien et le fait que d'autres compatriotes non berbérophones comprennent le message, ça c'était extrêmement important. Alors qu'avant, bon, la chanson progressiste ou la chanson engagée en kabyle, c'était les Kabyles, c'était entre eux, et on pouvait l'isoler, on pouvait l'étouffer, on pouvait limiter les réseaux de distribution. Mais par contre, quand c'est en arabe et que tout le monde comprend, et là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, l'auditeur ou le spectateur, il voit, il se dit tiens, donc c'est la même chose qui est dite en berbère et c'est la même chose qui est dite en arabe. Donc, enfin, au final, c'est la même chose. Il est question du même message. Et c'est ce que disaient les membres de DEBZA, parce que le répertoire, il est essentiellement en arabe algérien, mais il est aussi en berbère, en chaouia et en kabyle. Et pour eux, le défi, c'était de faire chanter des berbérophones en arabe et de faire chanter des arabophones en berbère, c'est-à-dire soit en kabyle, soit en chaouia, quoi. Et ça, c'était un message très fort, un message très... ça cassait avec la propagande qui était diffusée par l'unique chaîne télévisée de l'époque. Oui, c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, c'est-à-dire que cette histoire, ça dérégionalise, si je peux m'exprimer ainsi, la question culturelle, la question identitaire, les mobilisations, et ça va tout à fait à l'encontre de cette volonté de diviser pour régner qui est utilisée par les autorités, ce qui rend d'ailleurs pour le coup cette troupe et cette initiative, ce mouvement extrêmement dangereux. Oui, ça rend dangereux. Et ce qui m'a frappé, c'est que toute jeune, j'entendais des gens de Tizi, de Kabylie, etc., avoir une affection particulière à DEBZA. Et même acheter leurs cassettes ou bien chanter leurs chansons, alors qu'ils ne sont pas forcément arabophones. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils connaissent cette troupe, et ils connaissent son message, et donc voilà, elle a contribué à... C'est pour ça que le 6e chapitre, je l'ai intitulé « DEBZA, troupe passerelle ». C'est-à-dire que là où on a édifié, là où on a érigé des murs,
Debza, avec Kateb, ils ont démoli ces murs, ils ont établi des passerelles, c'est-à-dire des passerelles entre communautés. C'est pas Kabyle d'un côté et le reste des Algériens d'un côté, ou les arabophones d'un côté et les berbérophones d'un côté. C'était donc nous vivons tous le même problème. Et sauf que dans le cas des Kabyles, à un moment donné, en 80 surtout, avec la télé, la propagande à la télé, dans les journaux, etc., donc le pouvoir a failli réussir en diabolisant la Kabylie, en racontant qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, bon, ce qui était complètement faux. Et c'est pour ça que Debza, justement, a épinglé cela en montant une pièce de théâtre qu'ils appellent Sendour Lajab. Alors c'est quoi Sendour? C'est le petit coffre ou la petite boîte magique qui est celle de la télévision. Et c'était pour dire, voilà, tout ce qu'on raconte à la télé, c'est du n'importe quoi. Et donc, ils ont vraiment tourné en dérision toutes les émissions de la télé et en même temps aussi toutes ces questions de la langue. Par exemple, ils montrent le télécrochet Al-Hanwa Shabab, des talents et des jeunes, pour traduire. Et à un moment donné, donc il y a des jeunes qui se présentent et qui se mettent à chanter, etc. Puis à un moment donné, il y a un jeune qui se présente, il dit « Je m'appelle un tel, oui, qu'est-ce que tu veux chanter? Je veux chanter en kabyle. » Ah, tu veux chanter en kabyle? Ah non, toi c'est au 21 boulevard des Martyrs, c'est pas ici, ça veut dire retourne. Vous êtes ghettoisé à la... Donc je me souviens pas très bien de la réplique, mais elle était très, très pertinente et très percutante. Et donc il se moquait aussi des personnages turiféraires de l'époque qui soutenaient le pouvoir, comme Abdelhassa par exemple. Il détournait ses chansons et il les transformait en se moquant. Le fameux le cinéaste Mohamed Lakhdar Hamina qui est devenu Lazrak Tamina. Donc celui qui s'occupe, comment on appelle ça, un chef d'orchestre justement du télécrochet, il s'appelait Abdallah Clio et ils l'ont surnommé Abdallah Stylo. Donc voilà, c'était tout le temps des choses comme ça. C'était avec eux, on rigolait, mais en même temps, c'était dans la joie et la bonne humeur. On déconstruisait le discours dominant et on montrait à tout le monde que c'était possible. Que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est comme ceci, comme cela. Et donc voilà, c'est pour ça que cette troupe... Alors autre chose, c'est surtout son langage. Son langage était accessible. C'était pas en arabe, c'était pas... Si, il y avait les débats en français, bien sûr, c'est une langue quand même de travail, mais l'essentiel était fait dans les langues populaires. Et donc ça parlait aux gens immédiatement, ça les interpellait et les gens ne pouvaient qu'adhérer, quoi. Avant d'aborder 2-3 points sur le travail, parce que bon, on n'aura pas le loisir d'aborder tout ce que vous abordez dans ce livre qui est particulièrement dense, et notamment les derniers chapitres consacrés justement au travail de mise en scène, de théâtre, l'influence du théâtre, la conception du théâtre de Kateb Yassine, les thématiques, les chansons, vous donnez une liste de chansons avec la traduction, etc. Revenons un moment sur Kateb Yassine, parce qu'effectivement, vous montrez l'aspect du personnage peut-être méconnu, d'avoir son implication dans le printemps berbère, il a été là, de bout en bout, et surtout, tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur sa disponibilité, sa gentillesse, ses priorités, la jeunesse, les femmes, etc. Mais vous dites aussi, ce qui va peut-être traduire un état d'esprit et un contexte social et historique, c'est que s'il n'avait pas été là, peut-être que les acteurs de cette troupe n'auraient peut-être pas eu le courage d'aller autant en avant. C'est-à-dire qu'il a été dans une certaine mesure celui qui leur garantissait qu'ils étaient dans la juste voie.
Absolument, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, certains, il y en a un qui avait dit, il a dit, s'il n'avait pas été là, nous aurions fait moins de choses. D'autres disaient aussi, quand on se faisait arrêter, on était 3 chats à l'être. Mais quand on se disait que Kateb Yassine était dans la cellule à côté, eh ben, on était prêt à y rester encore. Et en même temps, c'est-à-dire que c'est un peu ce que disait Yousfaï Chelouch à un moment donné, il disait octobre, lapsus, le printemps 80, c'était un grand élan et que la machine était partie, elle avait démarré et à un moment donné, ils se sont retrouvés dépassés. Ils étaient heureux d'être dépassés certainement, mais en même temps, ils ont commencé pas à douter, mais à se poser des questions très concrètes, en se disant, ok, moi je m'expose, demain il m'embarque, ou il me torture, ou il me tue, bon, j'assume, mais est-ce que j'ai la responsabilité de faire subir la même chose à des milliers de personnes? Parce que le mouvement 80 à Alger, c'était, à Tizi certainement aussi, ils étaient passés des réunions de salles vers des amphis bondés et des amphis bondés à des meetings interminables dans la grande cour de la fac centrale, etc. Et donc il y avait énormément de monde avec les grèves, avec les mouvements de contestation, etc. Et donc ils se disaient est-ce qu'on a le droit? Il se posait vraiment des questions concrètes en se disant, lui, Moustapha Bacha, Jamal Zunati, etc. Est-ce qu'on a le droit de jouer comme ça avec la vie des autres? Est-ce qu'on peut être responsable de ça? Et donc il y a des moments où il doutait. Et puis avec le matraquage médiatique de la propagande anti-80 et tout, il y avait parfois des nuances. Ils essaient de nuancer, ils essaient de pas trop enfoncer le clou, question berbère par exemple. Mais Kateb Yassine, il arrive, il vient, ouais, je suis un nazir. Et je n'ai jamais été autre chose. Pourtant, il ne parle pas un mot enfin, il parle quelques mots, mais bon, c'était pas, il ne la parlait pas couramment, etc. Et donc, il disait, non, vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai combat. Vous êtes dans la justesse. Et donc, là, il est galvanisé. Il est... c'est lui qui nous dit ça. Bon, il y avait aussi Mamri, quand il le rencontrait, quand il discutait avec lui, il disait, oui, vous êtes dans le droit chemin, c'est ce qu'il faut faire, etc. et tout. Et c'est vrai que, autre chose que disent ces témoins, c'est que, de tout temps, moi-même je l'ai expérimenté, c'est que chaque génération qui émerge, elle n'a pas de repère. On a brisé toute forme de repère à la jeunesse algérienne, quelle qu'elle soit, quelle que soit la décennie et la génération. Et donc, celle de 80, c'était pareil. Et donc, ils ont dû se fabriquer presque seuls, et heureusement qu'il y a eu Kateb Yassine qui est venu, qui était là, qui leur disait oui, c'est bien et tout. Et donc, mais il n'y avait pas que cela, il y avait aussi des contacts permanents, des étudiants qui allaient le voir, qui lui racontaient ce qui se passait dans le mouvement, et lui-même se rendait à la fac centrale pour des conférences, pour des prises de parole, etc. Quand il y avait des marches également, et puis il y avait ce projet aussi de travailler ensemble. Au niveau du théâtre, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment de parler. Si, parce que je pense qu'on va aussi donner la parole à Vincent, donc on peut... Oui, c'est-à-dire que lui, en fait, c'est pour ça, même concernant Kateb Yassine, parce que c'est pas tout le monde connaît Kateb Yassine, mais la plupart ne le connaissent pas vraiment, et surtout les nouvelles générations. Donc, il y a 2 gros chapitres qui sont consacrés à cet écrivain, à ce poète, ce grand poète... écrivain dramaturge, donc il était en Algérie, ensuite il est venu en France, ensuite il est rentré en Algérie. Tout est mentionné dans le livre. Et à un moment donné, il a été aidé par 2 personnes extraordinaires, c'est Dali Zamoum et puis Mohamed Mazouzi qui était ministre du Travail. Ils l'ont beaucoup aidé avec le Théâtre de la Mer et surtout avec l'Action culturelle des travailleurs, l'ACT. Et
comme en général, comme ça se passe souvent en Algérie, c'est que changement de ministre, le nouveau ministre il a coupé les fonds et la seule chose qu'avait, la seule solution qui restait, c'était on lui a proposé d'être le directeur du théâtre régional de Bel Abbès. Alors c'est pas la porte à côté, donc il y est allé, mais au bout d'un moment, il a très vite déchanté. Donc officiellement, on dit que Kateb il est resté 10 ans là-bas, puis il est parti en France pour écrire, et puis il est mort, etc. Mais la parenthèse qu'ignorent les personnes qui écrivent ça, c'est que Kateb était rentré en 80 déjà à Alger, parce qu'il était fatigué. Il disait non, moi je veux sentir le peuple, je veux rencontrer les gens, et ça ne m'intéresse plus de faire une pièce de théâtre, de faire la tournée. Une fois que j'ai fini, je recommence avec une autre. Il voulait pas faire ça. Il voulait revenir au théâtre traditionnel, au théâtre du terroir, c'est-à-dire à la halqa. Il voulait former des jeunes et que chaque jeune prenne son baluchon ou son couffin et qu'il aille dans n'importe quelle place, c'est-à-dire le théâtre dans la rue, dans une agora, au marché, etc. Et que chacun de ces jeunes soit un petit peu disséminé et qu'il fasse ça. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite entre lui et le groupe, le noyau de Debza qui était en train de se constituer. Et ils ont commencé à travailler ensemble avec lui autour de l'histoire d'un maquisard qui s'appelle Mohamed Delouafi, qui a perdu son emploi parce que il a voulu être honnête et loyal et dénoncer des vols, des exactions, etc. À Bel Abbès, et il l'a payé très cher. Donc voilà, Kateb voulait raconter l'histoire de ce monsieur, et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'on évoque dans le livre. Et c'est là que, justement, que Debza, qui était allé en Kabylie pendant les vacances universitaires, ils avaient monté à ce moment-là ce qu'ils appellent Rita. En fait, c'est un clin d'œil à la radio-télévision algérienne. Et de Rita, ils sont passés à Sidorladjeb, donc la boîte à merveille. Donc ça, c'est vraiment la création de la troupe, quoi. Justement, encore une question, et après je vous livre à la salle. En pâture. Juste une question sur justement ce théâtre. Je crois que je ne sais pas si c'est de vous, si c'est de Kateb Yassine, mais c'est un théâtre de guérilla. Un théâtre où effectivement le message primait sur prime. Alors jusqu'où? Parce que c'est pas non plus prime sur la mise en scène, sur les effets de décor, etc. Et que l'importance, d'ailleurs, chaque représentation se terminait toujours par d'ailleurs, le public pouvait intervenir, comme chez Moria d'ailleurs, lorsqu'il y avait des représentations, et ça se terminait toujours par un débat. Donc c'était une conception du théâtre bien particulière, celle de Kateb, qui a été reprise par les acteurs de Debza. C'est-à-dire que Kateb, il utilisait plus le mot théâtre de combat. De combat, oui. Lui, c'est théâtre de combat. Et avec la discussion avec les potes, etc., il m'a semblé que c'était beaucoup plus un théâtre de guérilla. Parce que c'est ce qui... Léger, rapide. Ouais, voilà, léger, rapide, on frappe et on percute et on y va. Et ça rappelle aussi la Numidie qui lui était très, 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 très chère. Donc la Numidie, Jugurtha, etc., c'est... Et puis, on peut pas ne pas penser à ça. Donc, j'ai une affection particulière à cette définition, théâtre de guérilla, léger, rapide, vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font sur scène, que ce soit sa troupe de Bel Abbès ou que ce soit celle de Debza. Ils vont pas s'encombrer d'aller dans les polices, changer de costume et revenir, etc. Il y a toujours un simple portant. Et on voit le type, disons le comédien enlever son semblant de turban, etc., puis mettre
des pâtes au gaz ou alors mettre autre chose. On voit tout simplement comment il passe d'un personnage à un autre et on cache rien au public, quoi. Tout se passe sur scène. Peut-être, on va peut-être prendre des questions si des gens veulent réagir, parce que le temps est passé très vite. Hein. Oui. Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est ça. C'est moi. Oui, je vous donne après. Je vais ouvrir le bal. Je vais te torturer, Farida. Non. Ça va. Alors moi, je m'intéresse au parcours de Kateb Yassine. J'ai cru comprendre, d'après un de ses écrits, qu'il a à ses débuts, qu'il portait sa fierté sur d'autres référents identitaires et qu'il ne se souciait absolument pas de cette question de l'identité berbère, il n'en parlait pas. Je voulais savoir, vous qui connaissez, rencontré, mais aussi qui avez travaillé sur le personnage qu'il est, comment il en est arrivé à cette fierté berbère, quel a été le déclic, est-ce que c'est une histoire d'une rencontre, enfin, je suis curieuse de savoir, premièrement. Deuxièmement, je voulais savoir concernant Debza, en tant que groupe de chanteurs, mais aussi de troupe théâtrale, est-ce que Debza, c'est féminin? Je connais pas l'arabe. C'est féminin. C'est féminin. Comment Debza, est-ce que Debza a suscité, a généré un renouveau identitaire, une appropriation identitaire berbère, une réaffiliation identitaire berbère, surtout qu'il s'exprimait beaucoup dans l'Algérois où il y avait des personnes qui se sont éloignées de leur identité d'origine ou qui venaient d'autres régions et qui ne se savaient pas berbères, par exemple. Je voulais savoir dans quelle mesure. Est-ce que ça je vais commencer par la dernière parce que cette question part d'a priori, alors que, comment dire, il y a des clichés, et dans le cas de Debza, le problème ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'ils vivaient, par exemple, leur biculturalité ou leur bilinguisme avec beaucoup de sérénité, et ça pouvait étonner. C'est-à-dire que s'ils se mettent à parler en arabe et que quelqu'un les entend parler, et qu'ils voient qu'ils s'appellent Qassi ou qu'ils s'appellent Mzian ou qu'ils s'appellent Angeli, etc. et tout, ça va les choquer. Mais pour eux, ils étaient algérois, mais ils étaient aussi kabyles. Et ils avaient ces deux-là et ils n'avaient pas besoin de sacrifier l'une au détriment de l'autre. Et voilà quoi. Et ça, effectivement, ça choquait. On en a eu des discussions. Ça choquait par exemple des Kabyles de Kabylie qui venaient, qui découvraient ça et ils ne comprenaient pas quoi. Mais je pense que la plupart, je ne sais pas au début ce qui s'est passé, on n'en a pas parlé, mais moi je pense que en tout cas ils sont cohérents vis-à-vis de leur combat, vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Et même que certains d'entre eux ont même été étonnés en tant qu'arabophones d'avoir pas été arrêtés, alors qu'ils faisaient partie des comités, des comités universitaires, comités de la cité de la cité universitaire, et ils sont convaincus qu'ils ont été mis de côté pour privilégier que l'élément berbère par exemple. Bon. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux en disant ça parce qu'il y avait quand même deux arabophones pour ceux qui ont été arrêtés en 81. Il s'agit de Abdelnour Hawati et de Mzoud Lahmar. Ah, en 81. 81, Mzoud Lahmar. Oui. Sinon, en 80. 80, il y avait Rachdi, oui. Donc, l'explication se dit oui, mais parce qu'ils sont ils sont arabophones, mais dans les régions limitrophes de Kabylie, etc. C'est-à-dire, si on ne les connaît pas, tu ne peux pas comprendre ça. Et autant il y avait des Kabyles d'ailleurs qui pouvaient vivre ça, c'est-à-dire il fallait... moi-même, j'ai vécu ça. À un moment donné, il fallait parler que kabyle, sinon
Sinon, on pouvait paraître traître ou quoi que ce soit, etc. Et tout. Puis après, au bout d'un moment, on se dit, mais attends, c'est quoi? Là, je suis en train de me... On se clive, quoi. Et donc voilà, c'est pour la troupe de Bza, c'est... ils peuvent passer, c'est ce que disait d'ailleurs Mziane à un moment donné, il disait, on jouait aux dames comme ça avec les 3 langues. Ils pouvaient parler français, kabyle, arabe, parfois même en chaoui. Et là, quand j'étais à Alger il y a quelques jours, bon, j'en ai rencontré quelques-uns, dont un qui s'appelle Abdallah Chenoui. On l'appelle Chouli parce qu'il est du chinois, mais quand on se parlait, nous on lui parlait en kabyle, lui il nous parlait en tachinoïde, quoi. C'est à nous de le comprendre. Et pour revenir à Kateb, je ne sais pas de quel article. Écoutez, si je le retrouve, je vous l'enverrai. Vous parlez, mais je pense que Kateb. 16 ans, il parle de l'émirat d'El-Kader. Il avait 16 ans. Je ne sais pas. En tout cas, c'est au début. C'est la première conférence qu'il a faite. C'est celui-là. Alors, à 16 ans, bon, moi, à 20 ans, 25 ans, j'ai dit aussi des conneries, donc... c'est pas forcément une connerie, hein. On peut changer, hein. Non, il a même, mais même pas... Si je prends un exemple moins problématique, moins polémique, c'est celui de Jean Amrouche. À un moment donné, il n'a pas été court. Il avait dit quelque chose qui n'était pas très sympathique vis-à-vis de Jean Amrouche, mais par la suite, quand il a compris le personnage, quand il a compris la famille, quand il a compris la tragédie d'Amrouche, là, il disait tout à fait autre chose. Exactement. Et donc, il a même écrit une préface, quand même, une magnifique préface dans Histoire de ma vie à Fadma, qui se termine par je vous salue, Fadma, jeune fille de ma tribu. Jeune fille de ma tribu. Donc, pour revenir à Kateb, il a eu tellement de vidéos, de prises de position, d'articles, d'entretiens où il défend cette satanée langue berbère que franchement on peut quand même on n'a pas à en douter. Non, mais c'est pas une question. Je crois que les 2 questions que j'ai posées, je crois que vous les avez pas compris. Alors c'est moi qui les ai mal formulées. Parce que la première question sur Kateb Yassine, c'est je voulais savoir le déclic, l'évolution. Comment il a évolué? Est-ce que c'est une histoire d'une rencontre? Parce que on peut évoluer. Je veux dire, l'identité n'est jamais figée. Hein. Ce que je ressens aujourd'hui identitairement, je peux complètement changer dans 10 ans. Bien sûr. Donc elle n'est jamais figée. Moi, je ne condamne pas du tout ses propos, rien du tout. Moi, ma question, c'est quel est le déclic? Est-ce que c'est l'histoire d'une rencontre? Est-ce que c'est l'histoire parce qu'il a lu un livre? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai déjà travaillé sur l'identité berbère et parfois, c'est ça, c'est l'histoire d'une rencontre. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Il n'est pas là. Premièrement, et la deuxième question, je voulais savoir, est-ce que Debza, c'était pas à l'intérieur de Debza? Parce que Debza, il y avait une identité réconciliée, n'est-ce pas? Une identité réconciliée qui se basait sur des référents berbères, algériens, à partir de la langue algérienne, donc d'Alja, à partir de plusieurs variantes du berbère. Donc c'était une identité réconciliée chez eux. Mais la réception dans le public, est-ce que, avec cette identité réconciliée, ils ont suscité un renouveau identitaire, une réaffiliation identitaire. Mais c'est pas à l'intérieur. Oui, absolument. Je me suis mal exprimée peut-être. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est simple. Durant le mouvement 80, Debza était très souvent invité à Tizi. Et d'ailleurs, ils ont chanté aujourd'hui, en 81, à la fac centrale. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, ils ont été attaqués par les baptistes et tout. Le lendemain, ils sont allés à Tizi pour jouer Tariq, La Voix et Sendouk Lajeb. Et au retour, on les accueillit tous les uns après les autres. Ça, il faudrait effectivement, au niveau de la réception, faire encore plus de travail. Mais je peux en tout cas affirmer sans avoir sans prendre le risque de me tromper qu'effectivement oui il y a eu un très bon écho et qu'il y a eu ça a dû faire réfléchir pas mal de gens par rapport à cette question identitaire que c'est ce que disait d'ailleurs à un moment donné l'un d'entre eux Mziane Nourad qui disait que nous n'étions pas des ennemis, mais que nous étions
des frères et que nous étions issus d'une même race, même si il reniait il n'assumait, il n'aimait pas beaucoup le mot race. C'est-à-dire qu'à la division, moi je réplique avec il est arabophone, je suis berbérophone, mais c'est pas mon ennemi, c'est mon compatriote et on est issus du même peuple, qu'on le veuille ou non, quoi. C'est ça, quoi. C'est un Oranais ou un Kabyle, un Oranais c'est un berbère arabisé, et un Kabyle ou un Chaoui, c'est un Chaoui qui continue de parler sa langue, puis voilà, quoi. Je peux dire que ce qu'a fait Debza, sincèrement, avec cette histoire de bilinguisme et de trilinguisme, et c'est pour ça que ça a dérangé beaucoup. Et d'ailleurs, on leur a dit, peut-être que ce berbère-là, le vôtre, on peut vous le donner un jour. Mais l'arabe algérien, oubliez. C'est ce qu'on leur a dit. Oubliez. Ça veut dire que il commençait à déranger et c'est simple. D'ailleurs, on n'a qu'à voir les chansons qu'il chante. Bon, déjà, Amer Zgennar de Mouhia, chantée par Farhad, elle a été traduite en arabe. Idflaoun, c'est un hymne pour moi et c'était la chanson préférée de Kateb. C'était Jtara Brizanadi. Elle a été traduite en arabe. Et Mouhia, il est adulé par Debza et par exemple en attendant Godot, elle a été jouée par Debza et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Mouhia et Kateb Yassine étaient très amis, très liés. Et quand ils se rencontraient, c'était deux géants qui se rencontraient, mais tout se passait dans le silence. Ils se rencontraient très tard d'ailleurs, et pas très loin d'ici. Oui, ils se rencontraient ici. Oui. C'est-à-dire que quand Kateb venait à Paris, il faut qu'il rencontre Mouhia. Et Mouhia, il peut pas. Pourtant, Mouhia, il commençait à devenir solitaire et tout. Mais si Yassine l'appelle, il va le voir. Pourtant, il est arabophone. Il ne parle pas le kabyle. Bon, heureusement, il y a le français. Mais ce qui comptait pour eux, c'était... Ils se sont flairés. Ils se sont tout de suite reconnus. Ils se sont tout de suite... et c'est dommage que la mort les a raflés à la fleur de l'âge tous les deux. Peut-être que ils auraient pu faire des choses ensemble, etc. Donc voilà, il y a aussi des choses qui sont... il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et cette histoire de Debza, c'est assez complexe. Je comprends que ça puisse déconcerter parce que il y a des gens qui ont des certitudes. 80, le printemps 80, c'est Tizi, ça s'est passé à Tizi, c'est une liste, c'est ceci, c'est cela. J'ai l'impression que c'est toujours l'unicité du FLN, alors que non, il y a une diversité, il y a c'est plusieurs langues et je veux dire, si à table, avec des membres de Debza, quelqu'un parle en kabyle ou parle en arabe, il n'y aura jamais quelqu'un qui va dire « tais-toi, parle dans cette langue-là ». Non. J'ai même entendu un arabophone, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on avait dîné ensemble. Il a dit une phrase en kabyle. Tout le monde va croire que c'est un kabyle. Ce n'est pas un kabyle du tout, c'est un arabophone. C'est-à-dire à la longue, à force de fréquenter, etc. Les uns et les autres, ils ont appris des mots et ils peuvent les sortir, quoi. C'est un peu comme Nono Saadier qui était là, tout le monde pensait qu'il était kabyle, alors que c'était pas un kabyle, tout simplement. On va prendre une question, si vous vouliez poser une question. Oui. Allez-y. Oui, je voudrais revenir au cérébral. Je vais me définir d'abord. Je vais me donner un statut, comme ça les gens peuvent me comprendre. Je suis de l'époque de Debza. Mais je suis Constantine. Je ne suis pas kabyle, je suis chez eux. Voilà. Et j'étais de gauche. Mais dans une gauche, à l'époque, ce qu'on disait gauche, c'était Pax. C'était le Pax clandestin. À Constantine, la gauche, GCR, des trucs comme ça, ça existait. C'est comme le nom de Roule.
Son nom existe, lui, il n'existe pas. On ne voyait même pas un tract. Et quand je reviens en arrière, très en arrière, maintenant que voilà, j'ai été au PAX pendant 2 ans, après je suis devenu un dissident, après je suis un homme voilà, indépendant, totalement indépendant, ce qui m'a aidé. Parce que la gauche, quand on était au PAX, le PAX n'avait pas une position de classe par rapport à la culture. Quand il s'agit de la culture, on faisait référence à la charte nationale. La charte nationale, la partie, chapitre, culture a été rédigée par Reza Melk. Et Reza Melk est parti s'inspirer de l'ancien messalisme. Parce que quand on reprend la charte de 1976, le PAX faisait référence à la charte nationale. Et nous-mêmes, communistes du PAX clandestin, on disait arabisation progressive et progressiste. Mais quand on se retrouvait entre berbères à la cité universitaire, entre Chewi, les berbères de Ouegla et berbères kabyles, on faisait des efforts individuels. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas un Ketbiassine à Constantine. Il était à Alger. C'est-à-dire qu'on se retrouvait en contradiction avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se retrouvait très très bien dans notre culture berbère, mais quand on chantait pour Farazerahi, on chantait dans une autre langue. Et nous, on chantait. Et il y avait même des gens avec nous qui n'avaient rien compris, qui étaient à gauche. Et quand les Kabyles chantaient, quand les Chaouis, les Kabyles chantaient Tarif Gad Kifaradaim Shiril Amam, etc., ils disent rien, on est bien là, on chante en arabe. Mais quand les Kabyles chantaient en kabyle, ils deviennent racistes. Ce qui fait, on ne comprend pas. On est tous communistes, mais quand ils chantent en kabyle, ils deviennent racistes. Quand ils chantent en arabe, c'est bon, ça marche. Et je peux vous dire aussi, parce que c'est un microcosme où nous n'avons pas de chercheurs pour aller chercher de ce côté-là. Parce que même la gauche en Algérie, elle a le complexe de la guerre de libération nationale. À chaque fois qu'on va vers la définition culturelle, on retombe dans le nationalisme et pas dans le patriotisme. Et c'est là où il y a un manque de lecture de classe. Il y a un manque de lecture juste. Pour moi, Debza, Ketbiassine, ce n'est que l'expression de l'absence d'un débat démocratique à l'intérieur de la société algérienne. Et ça a été favorisé parce que je pense que Alger était plus riche. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, concernant le berbérisme, parce que moi, quand j'ai quitté le PAX et je n'ai pas quitté la gauche, je raisonne toujours en termes de matérialisme historique. Mais pour ces gens, pour la secte que j'ai quittée, je suis devenu berbériste. Parce que je travaille ma culture dans ma ville d'origine quand je suis revenu, etc. On a monté des groupes de théâtre en Chaoui, des chanteurs en Chaoui, etc. Pour eux, c'est pas la vision de classe. C'est que je suis devenu un berbériste taché de trotskiste, maladie infantile, du communisme, etc. C'est l'insulte. C'est l'insulte. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une approche de classe par rapport à une analyse globale de la culture en Algérie. Les meilleures références sont les crises berbéristes de 1948, qui ne sont pas jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de solution jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur le plan intellectuel et théorique. Et d'ailleurs... Je vais vous demander de raccourcir, monsieur. Oui, la dernière phrase, parce que ça se suit, c'est pour cela que j'ai dit on va aller dans le cérébral. Et d'ailleurs, la direction du PCA et du PAX
sont des rescapés du PPA anti-LD. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux quand ils sont arrivés? Ça, c'est par rapport à la culture. Saad Hajar se reconnaît qu'il est venu au nationalisme grâce à un professeur d'arabe, Arsal Boukhari. Le dit, oui, il l'a écrit. Non, Voilà, je m'excuse, peut-être que j'ai trop navigué, etc. Est-ce que vous avez saisi Oui, bah déjà, merci pour votre témoignage. De rien. Ça nous éclaire sur pas mal de choses. Et effectivement, ce que vous dites concernant, je n'ai pas voulu nommer le Pax depuis tout à l'heure, mais effectivement, le Pax a joué un rôle assez paradoxal durant le mouvement 80. D'abord, il a commencé par renier le mouvement, le diaboliser. Ça a été même écrit par un des chefs du Pax, etc. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la base qui commençait à voir qu'il y a une disparité entre ce que leur disent leurs chefs du Pax et ce qu'ils vivaient au quotidien dans qu'il y avait un mouvement citoyen et que ce mouvement citoyen concernait tout le monde. Et donc votre itinéraire est très intéressant parce que il me fait penser à d'autres qui, à Alger, soit ont désavoué le Pax, soit ils l'ont quitté, ou bien dans le cas de Rania Moufort, par exemple, qui a pris sa carte de l'UNGA à l'époque et qui l'a déchirée et qui a dit, bon ben, si ce mouvement 80 est diabolique, etc., ben moi j'en fais partie parce que moi ce qu'on me dit, je n'adhère pas à ce qu'on me dit et je n'adhère pas à ce que... Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le Pax a dû venir au mouvement 80 contraint par la base, et il est venu, comme l'écrit très justement Al-Qadi Hassan, il est venu à reculant. Ensuite, petit à petit, attendez, à un moment donné, les gens du Pax, quand les étudiants du mouvement 80, quand ils les ont sollicités, voilà, il y a un mouvement généreux, on va faire ci, on va faire ça, etc. Ils leur disaient, à la fac, vous êtes chez nous. Alors, première nouvelle, l'université était ouverte normalement à tout le monde. Comment ça se fait que les autres étudiants étaient chez les paxistes? Donc voilà, il y avait des tas d'anecdotes comme ça. Il y avait même c'est de ça donc c'est ça que j'évoquais un petit peu. Je faisais allusion à ça. C'est que parfois il y avait carrément de la bagarre, mais de la bagarre physique. C'est-à-dire que tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, et donc voilà, ils ont voulu un petit peu diluer certaines revendications, et puis et en même temps, il y a eu aussi des partis politiques clandestins qui ont essayé de faire de l'entrisme, c'est-à-dire de s'introduire, et Debza ainsi que certains, pour ne pas dire la plupart des étudiants indépendants, ce sont eux qui ont été très 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 vigilants. Ils n'ont pas voulu être récupérés politiquement. Ils se sont dit non, c'était un mouvement citoyen, c'était un mouvement estudiantin, etc. Et donc voilà, c'est un peu l'une des conclusions à laquelle, même si j'ai donné quand même quelques indications et quelques faits, et j'ai fait référence à quelques faits, c'est une des conclusions à laquelle j'arrive, c'est que je me dis c'est que l'histoire de ce mouvement doit être écrite, et surtout parmi les axes qu'il faut vraiment creuser, c'est le rapport aux partis politiques de l'époque, les partis politiques clandestins. Voilà, c'est très riche, très passionnant, très foisonnant. Et je vous remercie pour votre exemple parce il nous éclaire. Et là, c'est plus Alger ou Tizi, c'est carrément Constantine, c'est-à-dire c'est très loin. Et pour militer dans ce genre de contexte et d'endroit, c'est pas évident parce que Constantine, quand même, c'était le fief de Ben Badis, etc., etc. Enfin, bah, tout. Ça ne vous apprend rien. Et donc, que va dire un autre compatriote à Ouagla ou à Inti-Mouchent ou à Timemoun, quoi. Donc, effectivement, Alger, c'était quand même la capitale, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était riche, il
il y avait des débats, il y avait des choses, mais à la même période dans d'autres régions, j'imagine que ça devait être très très pénible pour les étudiants et surtout pour les personnes qui voulaient construire ou bien des militants. Et comme le disait monsieur, il y avait Kate Biassine. Compte tenu de l'horaire, on va arrêter la discussion ici. On peut se retrouver bien évidemment à l'étage pour des dédicaces et pour continuer les discussions comme voilà, si vous le souhaitez. En vous remerciant, et puis on vous remercie Farida. Et très bientôt, le livre est disponible à l'ACB. Il sera disponible aussi par la suite chez notre partenaire, la librairie La Maronique, qui est à côté de l'ACB, au 35 rue des Maronites. Rapide. Rapide, très rapide. Parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas eu de continuité après DEBZA. Or, notamment à Alger, si vous voulez, tout ce côté combatif, cet esprit de combat, a été déplacé plus haut. Par exemple, pour Bouzalera. Bouzalera, elle a gardé de ce spectre qui a hanté, si vous voulez, l'université algérienne de Kate Biassine, le spectre de Kate Biassine, parce que il y a eu 2001, des mots tenus par des membres de DEBZA même qui me disaient « Vous avez fait ce qu'on n'a pas pu faire en 80 ». Par exemple, et juste après, un 19 mai 2002, des étudiants aussi, 19 étudiants, ont été emprisonnés toujours par le pouvoir central. C'était ceux qui avaient animé 2001. Donc, à la sortie, ils ont créé aussi une association qu'ils ont appelée Najma. Elle a été à la base aussi de ce groupe qui a fait sortir les étudiants en 2011. Merci voilà. beaucoup pour ce témoignage. C'est une très bonne note. Merci madame, bonsoir, et puis on se retrouve si vous le souhaitez. Comme quoi, ça fait encore des petits. Oui. Ça fait des petits. Ça fait des petits. Tant mieux. Merci.